Bonjour. Bienvenue à ce webinaire. On est super heureuse avec Pauline de vous accueillir aujourd'hui pour un sujet qui nous tient à cœur. Donc l'audit d'HubSpot. On s'adresse vraiment sur là des sujets d'instances existantes. L'idée de ce webinaire, c'est qu'on puisse voir ensemble de quelle manière on va pouvoir réaliser un audit comme ça. On a pas mal de conseils à vous donner. Voilà, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Du coup, d'abord une petite présentation de qui on est. Je vais commencer. Florine Martin, je suis consultante RevOps chez Mark Thiel depuis quelques temps maintenant. On accompagne en fait nos clients dans la mise en place d'HubSpot sur des sujets marketing, sales, service, mais aussi des sujets plus techniques parce qu'on travaille sur HubSpot, mais aussi sur d'autres environnements. Donc, on a des sujets de connexion API avec des outils tiers. Et on fait notamment, on accompagne nos clients qui ont HubSpot depuis un certain temps à revamp, donc à refondre leur HubSpot. Et Pauline, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Pauline, consultante RevOps du coup chez Markentive également. J'accompagne des clients sur des problématiques sales et marketing et j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs audits et reparamétrages du coup pour quelques-uns de nos clients. Donc voilà, très ravie de pouvoir vous présenter ça sur ce webinaire. Merci Pauline. Donc voilà, d'abord rapidement une présentation de Mark Thiel pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc on est une agence digitale, mais à la fois un cabinet de conseil et un intégrateur de solutions. Donc on a à peu près 10 ans d'expérience. Notre entreprise a une quarantaine de consultants experts et on a accompagné plus de 400 clients dans des secteurs d'activité très variés, toute taille d'entreprise. On a une offre qu'on appelle Rebelle et qui est vraiment notre méthodologie pour vous accompagner dans votre croissance. On a d'abord l'offre Resolve qui vraiment va vous aider à identifier les problématiques et par rapport à vos problématiques, on vient en proposition de solutions. Donc, c'est vraiment du conseil. Ça peut être par exemple de l'audit du X/UI, un audit SEO ou encore un audit complet de votre tool stack. Ensuite, on a la partie build, donc qui, elle, va vraiment vous accompagner pour construire une stratégie de croissance et de mise en place d'HubSpot. Donc, ça peut être à la fois du marketing automation, du CRM pur avec des équipes commerciales, du service client ou aussi de la refonte de sites internet. Et ensuite, la partie execute, c'est vraiment pour vous accompagner dans vos premières campagnes sales ou marketing ou service. Et donc là, on va vraiment vous aider à atteindre vos résultats et prendre en main HubSpot. Et le learn qui vraiment a pour but en fait de vous rendre autonome. Donc nos clients, notre but c'est de les rendre autonomes sur HubSpot. Et donc c'est des formations qui sont vraiment dédiées aux équipes et qui sont personnalisées par rapport aux cas d'usage qu'on aurait pu voir lors de nos précédents échanges ensemble. Donc, une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir commencer ce webinaire. Et donc, notre plan aujourd'hui voilà, va se partager en 4 parties. La première, c'est déjà quand en fait décider de se lancer dans un audit. Donc, on va répondre à cette question-là. Comment on fait, par où on commence et qui on doit impliquer en interne. Et puis, dernier point qui est important, comment on assure la transition entre l'ancien paramétrage et le nouveau paramétrage. Et on a quelques conseils à vous donner sur cette partie-là. Donc, premièrement, quand décider de se lancer dans un audit alors, déjà, je pense que quand il y a eu pas mal de changements dans les équipes, dans la structuration des équipes marketing ou commerciales, ça implique une modification de process en interne et donc parfois le paramétrage d'HubSpot ne ressemble plus à vos process et donc il peut y avoir des zones de friction juste dans la qualification des deals, des transactions ou dans la prospection des prospects ou même dans la génération de nouveaux business. Donc,
Il peut y avoir à terme aussi des reportings qui ne sont pas fiables, donc c'est-à-dire que la donnée, on ne peut plus se baser sur la donnée, donc il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Il peut y avoir des soucis d'adoption, par exemple, des utilisateurs qui ne renseigneraient pas bien le CRM ou pas du tout. Et du coup, ça implique qu'on peut avoir la sensation de passer à côté d'opportunités commerciales ou en tout cas de ne pas être assez efficace dans ces tâches-là en fait, du quotidien. Il y a aussi un autre sujet qui revient assez souvent dans le pourquoi effectuer un audit, c'est quand on a un manque d'alignement entre les équipes marketing et commerciales, il n'y a pas assez de communication. On transmet des leads aux commerciaux, mais la qualité n'est pas assez bonne, on ne qualifie pas assez les bonnes informations, ou du coup, il y a peut-être aussi un flux trop important de leads, un process à revoir de ce côté-là. Et autre aussi impact qu'il peut y avoir après plusieurs années d'utilisation, c'est qu'en fait, on n'a pas pris de recul et on se rend compte qu'après, il y a beaucoup de choses qui se sont empilées, que ce soit des propriétés, donc des champs, des workflows, des assets marketing. Et en fait, il y a un moment, il faut un peu faire du tri, se reposer sur ce qui existe et optimiser ou même killer ce qui n'est plus indispensable. Du coup, si vous voyez qu'il y a eu des modifications dans vos process et que les équipes sont plus alignées, bah voilà, ça peut être un signe de faire un reparamétrage. L'autre chose aussi, ça peut être que tout simplement vous avez des nouvelles cibles à adresser, des nouveaux marchés ou des nouveaux produits, et donc du coup ça inclut des nouveaux cas d'usage à intégrer dans le CRM, et donc dans ce cas-là, il vaut mieux peut-être faire une refonte globale qui intègre ces nouveaux cas d'usage. Il peut aussi arriver qu'il y ait une nouvelle équipe en place et donc il n'y a pas eu par le passé de documentation sur HubSpot, et donc ça peut être nécessaire pour la nouvelle équipe de se replonger dans ce qui existe dans HubSpot, de tout redocumenter et de challenger l'existant. Et un autre point, c'est si voilà, les reportings ne sont pas fiables, on n'est pas satisfait du résultat, c'est un signe qu'un reparamétrage doit être fait. Il serait mieux de faire ce reparamétrage. Donc, si on résume un peu, après quelques années d'utilisation, il peut y avoir plusieurs utilisateurs, nouveaux utilisateurs. Il peut y avoir aussi des anciens users qui ont été désactivés et qui ont des contacts, des entreprises, des transactions associées. Donc, il n'y a pas eu une réassociation de ces enregistrements-là. Il y a peut-être des nouvelles équipes. Donc là, par exemple, moi, j'avais eu un client qui devait intégrer une équipe SDR en plus de leur équipe commerciale existante. Du coup, ça nécessitait de changer le process actuel. Et donc, voilà, ça peut être une des raisons d'un revamp. Il peut y avoir aussi nouveaux users impliquent nouveaux rôles et donc gouvernance à faire évoluer. Donc, ce qu'on appelle gouvernance, ça va être tous les droits, les accès des personnes. Parfois aussi, on se dit, on n'a pas envie de revenir dans les paramétrages de la gouvernance, on va donner le rôle de super admin, ça va plus vite, mais au final, la dérive, c'est qu'on peut se retrouver avec plein de super admin alors que c'est vraiment pas conseillé. Et il peut y avoir, comme on l'a déjà dit, des nouveaux besoins, nouveaux marchés, nouvelles cibles, ce genre de choses. Et autre chose qu'on voit beaucoup en général dans les projets qu'on peut avoir, c'est qu'au fil des années, on a une adoption qui est hétérogène, c'est-à-dire que les pratiques des commerciaux, par exemple, si je prends l'exemple du CRM plus partie sales, peuvent être un peu différentes. Et donc, il est important d'aller reprendre le process comme un peu ce qu'on appelle le playbook, donc le guide utilisateur, pour pouvoir leur dire que voilà, dans l'ordre des choses, il faut créer le contact, qualifier ses infos, associer l'entreprise, etc. Donc, ça peut être important de voir le process commercial dans HubSpot. Donc, on a voulu vous remettre ici de manière assez visuelle, en théorie, qu'est-ce que ça devrait être une instance HubSpot, et en pratique, qu'est-ce qu'on a. Donc là, peut-être que vous allez trouver des choses que vous trouvez similaires dans votre HubSpot. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences dans le chat pour interagir avec nous. Mais en gros, normalement, la base de données, elle est censée augmenter. On est censé avoir des données de plus en plus qualifiées.
Et en fait, en pratique, des fois, on se rend compte qu'on a des doublons de contact, qu'on a des propriétés qui sont dupliquées, on ne collecte pas forcément l'opt-in, ou en tout cas, on a des progrès à faire là-dessus. Peut-être que Pauline, toi, tu as un exemple à donner sur le CRM. Oui, tout à fait. J'ai un client avec qui on a réalisé un audit et en fait, c'est un client qui avait embarqué plusieurs BU parce que grosse organisation, plusieurs pays, etc. Et du coup, il y avait peut-être un manque, enfin c'est sûr, un manque d'alignement sur les process au niveau de ces BU et des BU créaient des propriétés qui en fait existaient déjà pour d'autres et pouvaient être utilisées de la même manière en gérant après sur des filtres, etc. Donc effectivement, ça peut être le cas quand on a des organisations un peu complexes avec plusieurs unités commerciales où on peut se retrouver avec des doublons sur plusieurs choses. Merci. Du coup, voilà, ça c'est un autre exemple. Les assets marketing, normalement, on est censé avoir beaucoup de ressources pour générer des leads avec des LP brandés, des campagnes bien ficelées. Et au final, au fil du temps, on se rend compte que peut-être qu'on a des parcours qui sont dupliqués. C'est-à-dire qu'on a des workflows qui sont un peu similaires avec des ressources qui sont peut-être plus à jour parce que ça fait quelques années qu'elles existent, un branding qui est plus OK avec le branding de la marque. Et on peut aussi pas faire attention à la surpression marketing et un peu spammer. Donc ça, c'est vraiment important de se replonger dans les différents parcours de nurturing. Je vois qu'il y a une remarque de Caroline aussi qui nous dit que parfois il y a beaucoup de contacts, mais avec peu d'informations et sur beaucoup d'entre eux, parfois des créations de propriétés dans différentes langues et donc info dispersée. En effet, il faut faire attention, c'est pas parce qu'on a plusieurs langues voilà, nos cibles ont des préférences de langage, on a nos contenus dans différentes langues, mais c'est pas pour ça qu'il faut créer des propriétés dans différentes langues. Hein. C'est une seule propriété, mais ensuite dans les assets marketing, dans les formulaires, on peut aller modifier le libellé. Et donc c'est vrai que des fois on a des sujets comme ça. Sur la partie commerciale, normalement on est censé, donc les commerciaux vont consigner les emails, les appels, gérer leur pipeline, et en fait on se rend compte que des fois on a une qualification des deals qui n'est pas bien faite, on peut avoir des réunions qui ne sont pas consignées, le process n'est pas complètement carré, donc les commerciaux ne consignent pas forcément les choses. Ils sont plus préoccupés par leur quotidien que le fait de renseigner les choses dans HubSpot, et il y a besoin d'automatisation pour les aider au quotidien en fait. Donc ça va être des axes d'optimisation. Sur la partie service client, l'idée c'est de pouvoir générer des tickets, envoyer des campagnes NPS, suivre les résolutions, pouvoir répondre rapidement à ces réclamations clients, pouvoir étudier la satisfaction suite à une prestation, un onboarding, ce genre de choses. Et au final, des fois, on se retrouve trop dans la gestion des demandes au quotidien et on ne va pas aller s'améliorer sur la qualification des clients, la qualification des réclamations et les enquêtes NPS ou ce genre d'enquête de satisfaction. On va passer moins de temps alors que c'est quand même nécessaire. Donc ça, c'est des optimisations qu'on peut apporter. Donc voilà, au final, en résumé, parfois, avec toutes les données qui s'accumulent, les assets, les utilisateurs, on peut avoir en effet quelque chose d'un peu bordélique, on va dire, et on a besoin d'un revamp, donc d'une refonte pour remettre tout ça d'équerre. Et donc, Pauline, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment faire, enfin par où commencer pour faire son audit et reparamétrer son instance? Oui, c'est vrai que maintenant qu'on a vu pourquoi le faire, l'idée c'est de vous expliquer comment faire. Donc nous, on a une méthodologie, donc voilà ce qu'on vous recommande. Donc la première étape, c'est de cadrer les besoins de vos équipes et de ne pas se lancer tout de suite, je dirais tête baissée, mais dans le reparamétrage, puisqu'il y a vraiment un écosystème autour de l'utilisation d'HubSpot à comprendre. Donc il s'agit de identifier quels sont les objectifs métiers. Alors, les équipes sont alignées autour des mêmes objectifs business, mais au sein de chaque équipe, on peut avoir des objectifs métiers différents. Il faut définir en fonction des responsabilités de chacun et du coup de ses objectifs les cas d'usage. Donc, on va chercher
à encadrer tous les cas d'usage pour avoir une vraie vision de ce qui se passe dans HubSpot ou de ce qui devrait se passer dans HubSpot. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser ces cas d'usage, que ça soit en termes de données, d'outils, de process? Et également, est-ce que c'est clair pour les équipes concernées par ces process? L'idée, c'est de déterminer les KPIs dont chaque équipe a besoin et de les reproduire en termes de besoins reporting outils, du coup, dans l'instance HubSpot, de déterminer la gouvernance, qui va avoir accès à quoi, quelles vont être les règles en termes d'ownership, est-ce qu'on doit définir des règles d'attribution sur les contacts, les comptes, etc., et comment cela doit être fait. Quels sont les objets qui sont utilisés et nécessaires? Est-ce qu'on utilise les contacts, les entreprises, transactions? Est-ce qu'il y a des objets custom? Est-ce qu'ils sont bien utilisés? Et on définit également, si toutefois il y a des intégrations en cours, est-ce qu'elles devraient être optimisées? Et est-ce qu'il y en a d'autres, par exemple, qui pourraient être mises en place pour faciliter des process et automatiser des actions manuelles? Donc, la phase suivante, une fois qu'on a cadré le besoin de tous les utilisateurs et le besoin global au niveau de cet audit, c'est de réaliser l'audit. Donc là, on va chercher à auditer tout ce qui peut être paramétré, que ça passe par des paramétrages globaux. Est-ce que le logo est d'actualité? Est-ce qu'on a les bonnes couleurs qui sont à la charte? Est-ce que tous les liens de tracking sont OK et les outils d'analytics remontent les bonnes données? On parlait de la gouvernance, donc c'est vérifier qu'on a les rôles qu'il faut au sein de la gouvernance et que les bonnes personnes ont les bonnes équipes et les bons rôles pour pouvoir travailler. Gestion du RGPD, c'est très important. Est-ce que tous nos contacts, par exemple, ont une base légale renseignée? Est-ce que les règles du RGPD sont mises en place? Est-ce que tous les formulaires comportent les bonnes mentions et les bons types d'abonnements, etc. Est-ce que les objets sont bien associés entre eux? Est-ce qu'on a des contacts qui devraient être associés à des entreprises et qui ne le sont pas? Inversement, est-ce que les deals sont aussi associés aux bons comptes et aux bons contacts? Et si ce n'est pas le cas, que faut-il faire justement pour solutionner ces problèmes-là? Quelles sont les propriétés? On le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on a des doublons de propriétés? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas utilisés? On va chercher à analyser tout ça, pareil sur les listes. Est-ce qu'on a des listes de segmentation qui sont trop anciennes et plus utilisées et qui finalement font gonfler le nombre de listes qu'on a dans l'instance et qui ne nous permettent pas d'avoir une vision claire de qui on adresse et comment on le fait? Les workflows, bien vérifier qu'on a des workflows qui fonctionnent avec les bonnes données à l'intérieur. Est-ce qu'on a des workflows également qui sont inactifs et pourquoi ils le sont? Au niveau des campagnes marketing, est-ce qu'elles sont utilisées à bon escient? Est-ce que les assets qui doivent être rattachés à ces campagnes sont les bons? Est-ce que les données remontent? Les URL traqués, on en a parlé aussi avec le tracking, vérifier que ça fonctionne correctement. Est-ce que tous les formulaires sont bons? Si toutefois on a établi une stratégie de formulaire, awareness, considération et décision, est-ce qu'elle est respectée? Est-ce que les données sont claires? Est-ce qu'il ne manque pas des propriétés ou des champs à l'intérieur de ces formulaires? Est-ce qu'on en a de multiples formulaires qui en fait sont aussi doublons? La même chose pour les CTA et les chatbots. Et puis, est-ce que les assets sont à la charte, correspondent aux besoins des équipes marketing? Est-ce que les outils de productivité, si elles sont bien paramétrés? Est-ce que les commerciaux ont renseigné leurs agendas, leurs boîtes email, elles sont connectées? Est-ce que les emails sont bien logués, etc. Et puis, on en parlait également, très important du coup pour chaque équipe de pouvoir suivre ses KPIs. Est-ce que les dashboards et reporting sont conformes aux besoins de chaque équipe? Donc, ce qu'il faut faire sur cet audit, une fois qu'on a tout ça en tête, c'est de lister ces éléments, de voir si c'est cohérent. Effectivement, mettre des liens d'accès, c'est important parce qu'on peut être plusieurs à travailler sur un reparamétrage. Donc, quand on a identifié une problématique dans l'instance, bien mettre le lien d'accès pour que la personne y ait accès facilement. On met en avant les éléments dupliqués, effectivement, et les éléments à revoir, ce qui est bien sûr primordial à ce niveau-là.
On a une question de Yann, du coup, sur les types d'abonnements. La question, c'est comment faire pour gérer les différents types d'abonnements et c'est quoi les bonnes pratiques dans HubSpot? Bah, je peux commencer à répondre et Pauline, tu pourras dire ce que tu en penses. Mais en gros, nous, ce qu'on recommande, c'est effectivement de créer plusieurs types d'abonnements et d'avoir un consentement qui est très clair. Donc, par exemple, on va avoir un abonnement pour la newsletter, un autre abonnement pour les événements ou, par exemple, les ressources premium. Et l'important pour les types d'abonnements plutôt marketing, hein, c'est que on puisse être très clair sur ce que la personne va recevoir quand elle va s'abonner. Et le fait d'en avoir plusieurs, ça permet que la personne se désabonne pas de tout, de toutes les communications, mais au contraire de pouvoir choisir ses préférences. Donc et ensuite, il faut bien définir pour les équipes marketing quel est le type d'abonnement qu'ils vont utiliser pour tel et tel type d'email envoyé. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà ce que j'avais en tête. Et je n'ai rien à rajouter parce que c'était très clair. Du coup, c'est bon. Yann dit merci beaucoup. Donc, la phase suivante, on est toujours dans l'audit de l'instance, mais ce qu'on recommande au niveau des outils, des livrables qui vont nous permettre de réaliser l'instance, c'est une checklist d'audit. Donc, on a fait un template qu'on applique nous-mêmes lorsqu'on réalise des audits avec nos clients et qu'on met à disposition. Donc, vous pouvez télécharger la checklist, vous avez tous les liens à disposition. Et on recommande pour chaque élément audité de documenter son observation sur cet élément, de dire ce qu'on a constaté et de faire une recommandation. Alors, ça peut être des recommandations, on appelle ça les recos quick win, qui sont facilement mises en place. Par exemple, supprimer une propriété ou des doublons. C'est des choses qui peuvent être faites instantanément. Et des recommandations plus long terme sur des process à faire évoluer sur ces éléments-là. Et de faire un récap des actions qui vont devoir être mises en place une fois qu'on a les recommandations établies. Le modèle de données, c'est effectivement une étape qui est importante. Alors, si vous n'avez pas de modèle de données documenté, c'est vraiment une bonne pratique qu'on recommande. Donc, ce qu'il est possible de faire, le petit tip pour documenter son modèle de données quand vous avez déjà une instance, c'est d'exporter les propriétés que vous avez. Vous pouvez toutes les exporter. De faire un onglet dans un document type Google Sheet ou Excel par objet, contact, transaction, compagnie, tous les objets que vous utilisez et de documenter les propriétés qui sont des propriétés personnalisées que vous avez créées et également les propriétés par défaut, ce qui va aussi vous permettre de voir quelles propriétés par défaut vous utilisez et celles qui pourraient l'être alors que vous avez créé par exemple une propriété personnalisée. Très important de documenter ce data model et en exportant les propriétés, vous allez pouvoir voir où elles sont utilisées et est-ce qu'elles le sont finalement. Et puis, d'avoir ce modèle de données et de le partager au sein de votre organisation, ça va vous permettre d'avoir une donnée toujours à jour au niveau du nombre de propriétés que vous avez. C'est important, une fois qu'il est établi, de bien le documenter. Pour des propriétés type phase de cycle de vie, donc life cycle stage ou lead status, on va aussi recommander en face, en commentaire, de mettre comment est alimenter cette propriété de manière automatique, quels sont les workflows qui sont liés à ces propriétés-là, et important aussi d'identifier quelle est la source de création ou d'alimentation de chaque propriété. Est-ce que c'est une propriété qui va être documentée parce qu'elle se trouve dans un formulaire? Est-ce que c'est une propriété qui doit être complétée à la main, où les valeurs doivent être définies par quelqu'un, par un utilisateur humain, je vais dire? Est-ce que c'est une intégration qui vient mettre à jour, une synchronisation qui vient mettre à jour la propriété? Et en fait, ça vous permet d'avoir vraiment une vision globale de ce qui se passe au niveau du modèle de données de votre instance. Et là-dessus, sur la phase du cycle de vie et le lead statut, souvent aussi lors d'un revamp, on a besoin de revenir sur les définitions et ça peut générer plusieurs réunions en interne chez nos clients
parce qu'ils reviennent sur qu'est-ce que c'est un lead, un MQL, un SQL, quelles sont les définitions qu'on met derrière, à quel moment on fait la passation entre le marketing et le commerce. Et donc, c'est sain et c'est assez normal de devoir se remettre sur ces définitions pour que tout le monde ait les mêmes, justement. Ce qui est pas, on se rend compte qu'après quelques années, c'est plus très clair. En tout cas, il n'y a plus une compréhension commune des définitions sur ces champs-là. Et pour aussi réagir sur le premier point concernant les propriétés et le data model, moi, par exemple, j'ai eu des clients qui n'utilisaient pas assez les propriétés natives et qui, par exemple, pour le statut du lead, allaient créer un champ personnalisé. Et en fait, c'est dommage de ne pas utiliser les propriétés natives parce qu'il y a un certain nombre d'automatisations qui sont derrière par défaut dans HubSpot, ou par exemple la propriété owner, donc propriétaire du contact, propriétaire de la transaction, toutes ces propriétés-là qui sont natives, c'est intéressant de les utiliser. Et donc parfois, voilà, nous on recommande de revenir sur des propriétés natives parce que plus d'efficacité, accès à des filtres natifs dans HubSpot. Tout à fait. Et un point aussi sur le fait de documenter son modèle de données, ça va vous permettre éventuellement de constater d'éventuelles erreurs, par exemple, avec le mapping des champs, si vous avez des intégrations en cours, de vous dire, cette propriété-là, j'en ai besoin, mais en fait, je peux pas l'utiliser parce qu'elle n'est pas alimentée et je peux pas l'utiliser au quotidien. Et en fait, vous allez pouvoir voir que l'intégration n'a pas été correctement paramétrée et que le champ qui doit l'alimenter n'est pas le bon et que le mapping, du coup, de ces deux propriétés n'a pas été correctement effectué. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important. Si de la même manière, si vous avez des propriétés utiles non alimentées, c'est peut-être qu'il y a un process à revoir. Est-ce qu'il faut que cette propriété soit présente dans un formulaire? Est-ce qu'il faut que quelqu'un complète l'information à la main, etc. Si vous avez des sources manquantes, c'est aussi l'objectif pour pouvoir les définir et modifier ça. Et enfin, une des étapes évidemment très importantes sur la méthodologie à suivre, c'est de déterminer les correctifs à apporter, bien évidemment. Donc nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on établit un plan de déploiement par grand sujet. Par exemple, si on a identifié qu'il y avait des soucis en data quality, on va créer une checklist sur tous les éléments de data quality qui doivent être mis à jour avec des statuts de mise à jour. Est-ce que c'est quelque chose qui est à faire, qui est en cours ou qui est fait, pour que chaque personne qui reprend l'audit en cours, si on a plusieurs personnes qui appliquent les correctifs, sache ce qui est fait. De la même manière qu'on l'a fait pour le listing des éléments, on va également mettre les liens vers l'instance pour ensuite, on en parlera, mais faciliter la recette sur ces correctifs-là. Et puis, on active ou on désactive temporairement ou de façon permanente des scénarios qui pourraient être impactés par les correctifs qui doivent être effectués. Donc, on réalise le plan de déploiement avec toutes les actions à réaliser dans la phase de correction qui vient du coup juste après le point 5. Évidemment, tout cet audit est utile pour mener des correctifs dans HubSpot, sinon ça ne servirait à rien. On met en pause les activités des utilisateurs. C'est important si vous avez des correctifs à apporter qui sont majeurs et qui ont vraiment un impact sur l'organisation et le travail de vos collaborateurs. Il faut bien les prévenir en amont, mettre en pause, apporter les correctifs avant de réactiver. Et bien sûr, on vérifie que tout fonctionne. Donc, pareil, on met en place un fichier de recettes qui découle du coup du plan de déploiement où on demande à chaque utilisateur d'aller vérifier que ça correspond à ce qui avait été défini, que ça fonctionne correctement et que chacun va pouvoir travailler de la bonne façon. Là, par exemple, sur les correctifs, moi, par exemple, sur un des clients que j'ai accompagné, on devait en fait renommer des propriétés et on créait des nouvelles. Du coup, on a mis un code qui était nouveau ou ancien, enfin old ou new, devant les propriétés pour que les commerciaux et les équipes qui travaillent sur le CRM puissent savoir que cette propriété-là allait changer et de faire la transition en douceur, justement,
Donc, il y a certaines petites astuces qui peuvent être mises en place pour que la transition soit assez douce sur ces correctifs-là. Et de toute manière, je pense que le maître mot, c'est de communiquer au maximum sur ce qui va se passer et d'informer qu'en gros, on est en train de faire une refonte et qu'il y aura forcément des changements, quoi. Du coup, j'allais dire, il y a une question de Marion. Qui nous dit que préconiseriez-vous sur les propriétés natives quand elles ne correspondent pas à 100% à nos critères? Par exemple, la propriété HubSpot source d'origine ne contient pas toutes nos sources internes. Nous en avons donc créé une. Vaut-il mieux se conformer à HubSpot ou garder celle personnalisée? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on recommande au maximum d'utiliser des propriétés natives parce que c'est aussi plus facile de créer du reporting dessus. Il y a même d'ailleurs des rapports qui sont déjà créés par avec des propriétés natives, etc. Après, si ça correspond pas à 100% à vos besoins, effectivement, vous pouvez créer des propriétés custom. On l'a fait également pour des clients où la source ne permettait pas d'avoir un niveau de granularité assez fin et on a recréé une propriété custom de source d'origine. Donc, si ça vous permet d'avoir les infos que vous souhaitez, bien sûr que vous pouvez créer une propriété custom. Et des fois, on retrouve la logique d'utiliser la propriété source d'origine pour justement alimenter votre propriété source personnalisée. Ça peut aussi être un fonctionnement imaginé pour aller plus loin encore que ce que remonte la propriété HubSpot. Mais source d'origine sera toujours très, très importante dans l'ensemble des reportings, vu que ça, c'est vraiment ce qui permet de connaître la first touch, la source et que c'est quelque chose qui est incrémenté par HubSpot, c'est intéressant de se baser dessus et de ne pas l'écarter, même si ça ne correspond pas tout à fait à vos sources. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Ok, super. Du coup, les petits conseils aussi sur les bonnes pratiques que nous avons établis au cours de nos différents audits et reparamétrages d'instances de nos clients. Ce qui est très important, on le disait tout à l'heure, mais c'est de prévenir vos équipes que votre outil va changer, que ce soit des changements mineurs ou majeurs. On explique quels étaient les anciens process et pourquoi on effectue ces modifications, bien sûr en mettant du sens et en expliquant que tout est fait pour faciliter les process et le travail de chacun. Ce qui est important dans la première phase aussi de cadrage stratégique, c'est d'intégrer des membres de vos équipes et même de chaque équipe qui va utiliser HubSpot, d'intégrer un membre du marketing, un membre de l'équipe sales, un membre de la direction si vous avez besoin de vérifier que tout ce qui est mis en place répond aux objectifs business. C'est vraiment important de créer une petite équipe projet autour de cet audit et de ce reparamétrage. On donne une visibilité aux équipes sur la timeline, effectivement, parce que si on effectue des changements, important de leur dire également quand est-ce que les changements seront effectifs. Et on recommande très fortement, pour favoriser l'adoption, d'organiser une formation à la fin des reparamétrages pour expliquer comment fonctionne désormais l'instance et chaque outil déployé. Et par exemple, ce qu'on est en train de faire avec un client pour qui on a fait un audit, c'est qu'on documente une base de connaissances interne qui va répondre à chaque besoin des utilisateurs. Par exemple, je souhaite connecter ma messagerie parce qu'on s'est rendu compte que très peu d'utilisateurs avaient connecté leur messagerie. Je souhaite connecter ma messagerie, comment je le fais? Alors, soit on met une petite checklist sous forme de tutoriel, soit on met aussi une petite vidéo longue pour expliquer comment on fait, que ce soit vraiment facile à faire, que ce soit donc sur des choses de paramétrage basiques comme loguer ses emails, ou plus sur des process de je suis rentrée en contact avec un nouveau prospect, je dois créer une opportunité. Quelles sont les étapes pour que je puisse le faire de la façon la plus optimale et la plus conforme à nos process. Donc vraiment de formaliser, de documenter ces changements et ces process très importants et de favoriser l'adoption de vos équipes aussi pour que tout ce que vous avez fait jusque-là ne soit pas vain et que tout soit appliqué et qu'on puisse avancer sur des objectifs communs. Voilà, je pense que Florine, je vais te redonner la parole pour que tu nous expliques qui est impliqué en interne et à quel moment le faire. Ouais, merci Pauline.
En effet, on a plusieurs étapes et ressources nécessaires pour mener à bien ce type de projet. Ça commence toujours par un cadrage des besoins. Donc ça va prendre entre 2 et 3 semaines. Et on se parle en fait d'ateliers thématiques. Donc en général, on a un atelier par semaine qui dure entre 2 et 3 heures en fonction des sujets. Et donc en fonction toujours des sujets, on va impliquer des personnes par rôle en fait. Donc si c'est plus des sujets marketing, en général, on va avoir un directeur marketing ou un opérationnel ou un growth marketer. Sur la partie commerciale, ça va être le directeur commercial plus les différents profils que composent les équipes commerciales. Donc ça peut être plus un SDR ou un compte exécutif. Donc le SDR, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce rôle-là, ça va être des personnes qui sont plus en charge de chasser, donc de générer des nouveaux prospects froids, de les appeler, de les qualifier. Et en général, son objectif à lui, c'est de faire un premier, de générer un premier rendez-vous pour le compte exécutif qui, en général, lui, est le commercial qui va gérer l'opportunité contractualisée en fait avec le client. Si on a des sujets services, là, ça va être de convier le directeur relations clients ou le CSM, voilà, le Customer Success Manager. Si jamais on a des sujets plus techniques, API, là, on va avoir des profils data, IT, donc souvent le DSI va être convié, et d'autres profils chefs de projet informatique, ce genre de rôle. Comme je disais, voilà, ça va être un atelier par semaine en général pour voir les cas d'usage. Suite à ça, on a en quelques jours, donc 2-3 jours, en fonction de si on a un hub, plusieurs hubs. Donc ça va varier. Ça va être l'audit de l'existant. Donc là, on va, comme on l'a présenté précédemment, on va vraiment rentrer dans le paramétrage existant, on va tout analyser et on en ressort de là une synthèse de l'audit. On implique toutes les personnes du projet, donc côté client, ça va être des représentants du marketing, des ventes, du service client et de l'IT pour présenter ces résultats-là. Donc, c'est des recommandations de changement. Et donc, suite à ça, il y a des validations qui sont prises. Et donc, on crée le nouveau modèle de données avec l'ensemble des champs et des évolutions sur les champs et le plan de déploiement que vous a présenté Pauline juste avant. Une fois que ça c'est acté, donc ça va entre 1 à 2 semaines pour ficeler tout ça. Et une fois que c'est validé, on passe à l'implémentation. Et donc là, comme on le disait, on peut préparer en amont, avant le go live, pas mal de choses. Les nouvelles propriétés, on peut les créer déjà, les nouveaux pipelines. On peut créer pas mal d'assets sans pour autant que ce soit visible des équipes. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Et une fois que tout est bon, en fait, on va faire un go live. Et donc, ça, c'est d'abord la formation. Je suis allée un peu vite, mais du coup, une fois qu'on a tout préparé dans l'instance, on fait les derniers ajustements. On donne accès à tous les utilisateurs pour que pour la formation, ils puissent voir le nouvel HubSpot, en fait. Et puis, suite à la formation, ils sont sur HubSpot avec les nouveaux paramétrages. Et là, il faut absolument les suivre, c'est-à-dire mettre un channel pour discuter avec eux, prendre des feedbacks pour voir s'il n'y a pas d'autres optimisations ou des trous dans la raquette, ça peut arriver. Voilà, donc ça c'est très important de les suivre sur les premières semaines pour s'assurer que tout soit bon. Et quelques mots aussi sur les erreurs à éviter, justement. Donc là, on vient de parler des bonnes pratiques. Et si on doit faire l'exercice inverse, de dire quelles sont les erreurs à éviter dans cette phase de transition, est-ce que Pauline, tu peux nous en parler? Oui, parce que du coup, j'ai aussi été confrontée à quelques petites erreurs qu'on aimerait éviter dans ce genre de projet. Une erreur qui pourrait être importante serait de ne pas supprimer les anciens assets du coup qu'on a identifiés comme étant obsolètes et pas utilisés, surtout des pipes, des workflows ou des propriétés, etc., qui en fait pourraient continuer à vivre en parallèle de ceux qu'on a recréés et des changements apportés une fois que c'est fait. Donc bien penser à cleaner ce qu'on ne veut plus voir et ce qu'on ne veut plus utiliser dans l'instance. On a beaucoup insisté dessus, mais une erreur serait de ne pas prévoir de formation pour annoncer les changements.
Ça, c'est primordial. Également, changer des paramétrages sans en parler à vos utilisateurs, ça pourrait être aussi perturbant pour quelqu'un qui travaille au quotidien dans HubSpot de voir que ce qu'il a l'habitude de faire n'est plus faisable parce qu'il n'a pas été informé et qu'il devrait en fait ne pas utiliser telle ou telle propriété le temps d'effectuer des modifications. C'est important de bien en parler. Désactiver des workflows si vous effectuez des changements, oui. Si vous avez des workflows qui impliquent effectivement des notifications, des emails, etc. en interne, de bien penser à désactiver ça au moment des paramétrages pour justement ne pas créer de confusion lorsque c'est en cours. Et puis, ne pas prendre de la hauteur sur des besoins futurs. C'est vrai qu'on en parlait en début de webinaire, mais quand on cadre les besoins, on les cadre sur une phase de court terme pour pouvoir avoir une instance clean au moment où on apporte les correctifs, mais également d'anticiper des évolutions qui sont pas forcément faisables à l'instant T, mais qui vont avoir un gros enjeu, un gros impact sur le business ou sur des process plus tard, et qu'il faut pouvoir anticiper pour pouvoir les déployer dans un délai quand même moyen terme. Merci Pauline. Et du coup, en résumé de ce webinaire, on a mis les quelques points clés pour conclure ce webinaire. Donc, je pense que voilà, la première chose, c'est identifier chez vous les utilisateurs clés donc, qui vont participer à ce revamp. Donc, ça va être dans l'équipe marketing qui en embarque, dans l'équipe commerciale, dans l'équipe service client, donc en fonction des sujets. Surtout, ne pas oublier d'inclure l'équipe DSI, donc, parce que souvent, il s'agit de data model, de propriété. Quand on a des synchronisations, forcément, ça a un impact. Ou rien que la synchronisation entre HubSpot et Outlook, par exemple, pour les emails. Voilà, dès que ça concerne des outils type CRM, ERP, outils tiers XY, c'est toujours bien d'inclure l'équipe DSI. Ensuite, ne pas oublier dans ce travail-là de conduire des ateliers de travail qui vraiment nous permettent de se poser sur les sujets. Donc un atelier par exemple de 2 heures où on va revoir les définitions de la phase du cycle de vie, du statut du lead ou de quand créer l'opportunité, combien de pipeline il faut, quelles étapes. Donc ça va être vraiment des ateliers à mener. Et je pense aussi repartir des cas d'usage, essayer de se détacher des fonctionnalités, parce que là, je citais des fonctionnalités HubSpot, mais en fait, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en termes de cas d'usage, quels sont nos cas d'usage. Donc, par exemple, on reçoit des demandes de formulaires de contact, comment on les traite, on veut générer de nouveaux prospects froids, comment on va faire. Donc voilà, c'est se poser ces questions-là, revoir les process et surtout tout documenter. Donc, de pouvoir, pour chaque utilisateur du CRM, avoir un guide qui sache vraiment qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment il doit créer un contact, qualifier ce contact, associer l'entreprise, à quel moment créer l'opportunité, etc. Une fois qu'on a fait cet audit, créer le plan de déploiement avec l'ensemble des actions, vraiment de manière micro. Donc, par exemple, ce workflow-là, il faut le revoir, il faut faire ça là-dessus. Cette landing page, il faut la killer, on crée une autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très micro pour être sûr avec un statut to do, doing, done. Et bien sûr, la formation, on l'a répété pas mal, je pense, au cours de ce webinaire, mais former toujours les utilisateurs. Et dernier point, concernant la gouvernance, bien tenir à jour, nous, on a un template de gouvernance qui nous permet vraiment de savoir quel utilisateur a tel accès et de pouvoir faire évoluer ces accès si besoin au cours de l'évolution du CRM, parce que c'est normal aussi qu'un CRM évolue au fil des années. Il suit du coup la stratégie et les opérations d'une entreprise. Donc voilà, avoir toujours en tête la gouvernance cible qu'on veut avoir. Et donc là, ça rejoint aussi l'exemple que j'avais donné un peu plus tôt, de dire on veut intégrer une nouvelle équipe, l'équipe SDR, comment ça va se passer en termes de gouvernance dans HubSpot.
Donc voilà en résumé, et on voulait aussi vous partager quelques ressources supplémentaires si jamais vous n'avez pas vu. On avait fait un webinar il y a quelques temps avec Epsar, donc c'est un client à nous, et donc ils ont participé à ce webinar parce qu'on avait fait vraiment un revamp de leur instance. Ça faisait 3 ans, quelque chose comme ça, qu'ils utilisaient HubSpot, et donc ensemble on a revu leur instance pour répondre à leurs enjeux de croissance. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller le regarder. On a du coup une offre dédiée à l'audit et au reparamétrage d'HubSpot. Donc on a mis les liens ici pour que vous puissiez aller regarder notre offre. Et on a déjà partagé la checklist au cours du webinar. Donc quelles sont les choses à avoir en tête pour faire un audit HubSpot. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire, voilà, sur le site Markentive, via LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de discuter sur vos sujets, on reste disponible. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Au revoir.